Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de cours, donc qui sera aujourd'hui sur les réseaux de diffraction. A priori, ce sera la dernière vidéo de cours qu'on aura. Donc ça conclura tout ce qu'on a vu sur la partie optique géométrique et la partie optique physique ou optique ondulatoire. D'accord. Et l'examen portera surtout optique géométrique et optique ondulatoire. Donc qu'est-ce que c'est un réseau? C'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les spectromètres. Les spectromètres, c'est les appareils qui nous permettent de faire de la spectroscopie. La spectroscopie, c'est l'étude de l'interaction entre la lumière et la matière qui nous permet d'analyser l'état de la matière. Donc, vous avez généralement une source de lumière, une fente d'entrée là qui est assez importante, mais je ne vais pas entrer dans les détails, un système dispersif qui est représenté par un prisme ici, dispersif, donc qui décompose la lumière selon différentes directions. Vous pouvez sélectionner qui décompose la lumière en différentes longueurs d'onde selon différentes directions. Vous pouvez sélectionner, grâce à cet angle-là, une longueur d'onde bien particulière et puis la faire passer à travers votre échantillon, voir si ça absorbe ou pas, par exemple, en spectroscopie d'absorption. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un dispositif qui ressemble à ça, pour faire de la spectroscopie d'émission, donc analyser la lumière qui est émise par un échantillon. D'accord? Ça vous permet d'en apprendre sur les caractéristiques de l'échantillon, physique et chimique, d'accord? Et sur l'état de la matière et plein d'autres choses. Ce système dispersif là, qui est souvent représenté comme un prisme, en général, c'est pas un prisme. En général, ça peut être un prisme, mais en général, c'est un réseau. D'accord? Et comment un réseau fonctionne, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un support sur lequel on a répété un certain motif de diffraction. D'accord? Donc l'exemple caractéristique, là, c'est des fentes. Donc imaginez des fentes régulièrement espacées. D'accord? Au lieu d'en avoir deux, cette fois, on en a, je sais pas, 10 000, 100 000. Ok? Et vous avez votre réseau. Ok? Comme ça, si les fentes sont régulièrement espacées. Donc ça, c'est un réseau de transmission. On peut aussi avoir un réseau de réflexion, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir des fentes, là, vous aurez quelque chose qui réfléchit la lumière avec un certain motif qui se répète aussi un très grand nombre de fois. D'accord? Les rayons qui sont diffractés dans la même direction interfèrent à l'infini, par définition. Vous vous souvenez que l'infini, c'est loin, et du coup, on ne fait pas d'expérience à l'infini. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une lentille et on va regarder ce qui se passe dans le plan focal de cette lentille. Ok, comme d'habitude, puisque c'est là où les rayons parallèles entre eux, donc les rayons parallèles entre eux convergent dans le plan focal. Alors il y a un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de caractériser notre réseau là. Il y a n, le nombre de motifs, L, la longueur du réseau, qu'on utilise rarement explicitement, et la distance entre deux motifs, ça c'est le paramètre vraiment important, c'est le pas du réseau, c'est L divisé par N, c'est la longueur du réseau divisé par le nombre total de motifs que vous avez. L'intensité qu'on va récupérer sur notre écran, ce sera un terme d'interférence, donc une fonction qui décrit l'interférence entre les différents rayons qui est due au réseau, à la présence du réseau. Donc c'est une fonction qui modélise l'effet du réseau, si vous voulez, fois un terme de diffraction qui donc est une fonction qui va modéliser l'effet de la diffraction par chacune des fentes, qui est donc lié simplement au fait que les fentes elles ont une largeur finie, elles ont une épaisseur finie, et donc il y a un phénomène de diffraction qui apparaît. Okay. En fait, de chacune des fentes, là, il y a une infinité de rayons qui est émis, et là, simplement, on en a sélectionné un seul, qui est dans la direction qui nous intéresse, là, qu'on a appelé θ. Mais en vrai, il y en a toute une infinité, d'accord, qui sortent de chacune des fentes, là. Simplement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une lentille derrière ça, et on va regarder ce qui se passe sur un écran. Ok ? Pour savoir où vont converger les rayons qui sont parallèles, là, on va tracer un rayon qui passe par le centre de la lentille, et lui, on sait bien où est-ce qu'il va arriver sur l'écran, puisque lui, il ne va pas être dévié, et du coup, il va arriver sur l'écran en ligne droite, comme ça, et ça veut dire que tous les rayons vont converger en ce point-là, puisque l'écran, on l'a placé justement dans le plan focal de la lentille, c'est-à-dire à une distance f, f étant la distance focale
de la lentille qu'on est en train de considérer ici. D'accord? Donc ça, c'est bien le plan focal. Donc tous les rayons parallèles entre eux convergent vers un foyer secondaire là, dans ce plan focal. D'accord? Pour une certaine direction θ, il converge ici. Si vous changez un peu θ, par exemple vous augmentez un peu θ, bah, ça va converger un peu plus haut. Ok? Et il y a un lien entre θ et x qui est x, la position sur l'écran là, égale la distance focale f fois tangente de θ. Ok, bon, tout ça c'est des choses qu'on avait vues avant, hein. C'est exactement la même chose que quand on avait deux rayons qui interféraient et qu'on faisait converger dans le plan focal d'une lentille convergente. Vous avez toujours cette distance d entre deux motifs, d'accord? Et il faut se souvenir que quand on regarde la différence de marche entre les rayons, il ne faut pas prendre ce schéma au pied de la lettre, d'accord? Il ne faut pas considérer que la lentille a une épaisseur nulle et ensuite essayer de trouver comment on mesure la distance de chacun des rayons, là, pour savoir de combien ils se sont décalés en termes de phase. En fait, il ne faut pas faire ça, parce que la lentille elle-même, elle a une vraie épaisseur, elle est faite d'un certain matériau, et donc qui engendre une différence de chemin optique aussi à cause de cet indice optique qui est différent de 1. Et les choses se passent de manière beaucoup plus compliquée que simplement la représentation qu'on en a faite ici. D'accord? Et si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez voir la petite vidéo que je vous ai postée sur la diffraction alors comment j'ai appelé ça? Je vais le vous récupérer. Différence de marche pour les trous de Young à l'infini. D'accord? C'est ce qui vous explique pourquoi est-ce qu'on peut oublier la différence de marche qui est introduite ici, et en fait considérer que tout se passe au départ, et que pour calculer cette différence de marche entre deux rayons consécutifs, là, il suffit en fait d'utiliser une droite qui est perpendiculaire à tous les rayons, qui passe par la fente numéro 1, là, d'accord? Et la différence de marche, ça va simplement être la distance entre la fente du deuxième rayon et le projeté orthogonal de la fente du premier rayon. D'accord? Ça va être cette petite distance-là qui va faire notre différence de marche. Ici, on a D, on a θ, donc θ, il se répète là, sur l'angle en haut. Ok? D, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Ici, vous avez un angle droit, puisque ça, c'est une droite perpendiculaire. D'accord? Donc ici, c'est un triangle rectangle que vous avez. Et donc, comme vous avez θ ici, vous avez delta sur D, côté opposé divisé par l'hypoténuse, qui est égal au sinus de θ. Okay? Et donc, on a delta égale D sinus θ. Mais vous pouvez faire ça aussi avec le rayon 1 et le rayon 3, ou le rayon 1 et le rayon 4, ou le rayon 1 et le rayon 5, d'accord? Ou le rayon 1 et tous les rayons. Donc, dans ces cas-là, pour le rayon 3, par exemple, au lieu d'avoir D, vous aurez 2 fois D, et vous aurez delta, la différence de marche entre le rayon 3 et le rayon 1, une fois que les rayons sont arrivés sur l'écran, ce sera donc égal à 2 fois D fois sinus θ. D'accord? C'est donc 2 fois la différence de marche entre le rayon 1 et le rayon 2. Donc, entre le rayon 3 et le rayon 1, vous aurez 2 delta. Et puis entre le rayon 4 et le rayon 1, vous aurez 3 delta, etc., puisqu'il y aura 3D pour le rayon 4, là, et 4D pour le rayon 5. D'accord? Donc ici, vous aurez 2 delta, ici, vous aurez 3 delta, ici, vous aurez 4 delta. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'en fait, entre deux rayons consécutifs, on a toujours une différence de marche égale à delta. Okay? Entre le rayon 4 et le rayon 3, par exemple, on a 3 delta moins 2 delta, ça fait delta en différence de marche. Donc entre deux rayons consécutifs, il y a une différence de marche delta qui se calcule comme je vous l'ai montré tout au départ. D'accord? Donc vous prenez le rayon 1, le rayon 2, le projeté orthogonal de la fente du rayon 1 sur le rayon 2, et la différence de marche, ce sera la distance en suivant le rayon 2 de la fente numéro 2 et du projeté orthogonal de la fente 1 sur le rayon 2. Okay? Et ce sera donc la différence de marche entre deux rayons consécutifs sur l'écran. D'accord? Toute la différence de marche contenue entre le rayon 1 et le rayon 2, au niveau de l'écran, là, elle est contenue ici. D'accord? Toute la différence de marche entre le rayon 1 et le rayon 2, sur l'écran, elle est de delta. D'accord?
Entre le rayon 2 et le rayon 3, c'est pareil. Entre le rayon 3 et le rayon 4, c'est pareil. Entre le rayon 4 et le rayon 5, c'est pareil, etc. D'accord? Ça, c'est une propriété des lentilles, d'accord? Donc, allez voir cette vidéo si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on calcule la différence de marche entre deux rayons consécutifs. La différence de marche, ça va aussi nous donner la différence de phase. D'accord? Via cette formule-là, phi égale 2pi fois delta sur lambda 0. Delta, c'est la différence de marche. Si vous voulez la différence de phase entre deux rayons consécutifs, et que vous avez la différence de marche, il suffit de remplacer delta par la valeur que vous trouvez. D'accord? Et vous aurez la différence de phase. Et comme d'habitude, si les rayons tombent en phase, ça veut dire qu'on aura interférence constructive, et s'ils ne tombent pas en phase, ça veut dire qu'on aura quelque chose d'intermédiaire. S'ils tombent en opposition de phase, ça veut dire que on aura interférence destructive. D'accord? Simplement, là, c'est pas forcément facile de voir si les rayons vont arriver en phase ou pas. Enfin, s'ils arrivent en phase, pardon, c'est relativement simple, puisqu'effectivement, si delta égale un nombre entier de fois la longueur d'onde, comme le rayon 1, il va être en phase avec le rayon 2, et que le rayon 2, il a la même différence de marche avec le rayon 3, ça veut dire que le rayon 1 il sera en phase avec le rayon 2, qui sera en phase avec le rayon 3, qui sera en phase avec le rayon 4, etc. Donc quand vous avez une différence de phase qui est égale à un nombre entier de fois 2pi, ou une différence de marche qui est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde, là il n'y a pas de souci, tout le monde est en phase, ça interfère, de manière constructive. D'accord? Par contre, si vous avez un petit décalage, c'est pas du tout clair sur est-ce qu'il va falloir, sur comment l'intensité lumineuse va varier, si vous voulez, jusqu'à ce que vous tombiez en opposition de phase, donc avec une différence de phase égale à pi. D'accord? Donc on voit très bien ce qui va se passer si les rayons sont en phase. Dans ces cas-là, tous les rayons seront en phase et vous aurez interférence constructive. Mais dès que vous êtes plus en phase, justement, là, c'est beaucoup plus compliqué de voir comment, quand vous avez plus de deux rayons, comment ils vont interagir. D'accord? Et pour ça, en fait, on utilise une fonction de réseau qui est définie comme ça, que je vous démontre pas, que vous pourrez utiliser directement. Donc cette fonction de réseau, elle nous dit que l'intensité lumineuse, elle varie en fait en fonction de θ, elle varie en fonction plus exactement de la phase, et il y a un lien entre θ et la phase, qu'on verra juste après, et elle s'écrit comme ça en sinus de n, avec n le nombre de motifs du réseau, fois la différence de phase entre deux rayons consécutifs divisé par 2, divisé par sinus phi, encore une fois la différence de phase entre deux rayons consécutifs, divisé par 2. Ok? Le tout au carré. Donc voilà. Donc souvenez-vous, à chaque fois qu'on va parler de différence de phase ici, si vous m'entendez me dire différence de phase sans préciser, ce sera la différence de phase entre deux rayons consécutifs. Les différences de marche, ce sera pareil, ce sera la différence de chemin optique entre deux motifs consécutifs. Entre deux rayons consécutifs. Pardon. Donc, alors, ce coefficient Imax là, pour nous ce sera juste un coefficient de proportionnalité, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, simplement, il pourra varier en fonction de n, donc par exemple ici je l'ai réécrit en I0 divisé par n carré, parce que tout dépend de si vous voulez l'éclairement réel au niveau de l'écran. Si vous augmentez le nombre de fentes, il y aura plus de lumière qui va passer, et donc effectivement, vous aurez plus d'intensité lumineuse simplement à cause de ça. Mais ce sera indépendant de la différence de phase entre les rayons. D'accord? Ce sera simplement lié au fait que vous avez ouvert plus de fentes. Donc, pour éviter d'avoir une variation associée à ce simple effet-là de mettre plus de fentes, vous pouvez mettre un 1 sur n carré ici qui vous régule tout ça. Je vais revenir un tout petit peu dans un instant, mais c'est pas forcément très important, donc. Mais en tout cas, l'intensité finale qu'on va obtenir, elle sera donc proportionnelle à la fonction de réseau que je viens de vous présenter là, d'accord, avec une interférence un peu compliquée, il faut bien comprendre ça, c'est une interférence un peu plus compliquée que ce qu'on a vu jusque-là, puisqu'il y a plein de rayons qui interfèrent entre eux, à moins que vous soyez exactement en phase, vous pouvez être dans un cas intermédiaire où
bah, imaginez un delta tout petit par rapport à la phase, bah, le deuxième rayon, il ne sera pas tout à fait en phase avec le rayon 1, mais le troisième peut-être un peu plus, le quatrième un peu plus, etc. Donc il y aura tout un système d'interférence un peu complexe qui est complètement modélisé en fait par cette fonction-là. D'accord? Donc ça, c'est la fonction de réseau. Et vous aurez aussi un phénomène de diffraction qui est associé à la longueur finie des motifs. Et donc, il faudra multiplier ça par une fonction de diffraction. Et donc, ça, on verra comment ça fonctionne. Ce sera un peu, en fait, la même chose que ce qu'on a vu avant avec les deux fentes. Donc, si on trace cette fonction en fonction de phi, cette fonction de réseau-là, en fonction de phi, en fonction de la différence de phase entre deux rayons, on voit que pour phi égale 0, donc pour une différence de phase nulle, tous les rayons sont en phase, donc on a interférence constructive entre tous les rayons, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu de ce phi égale 0, ben, on tombe à 0. Okay, même quand phi n'est pas égal à pi, d'accord, on tombe sur une intensité très basse à cause de cette interférence un peu compliquée entre tous les rayons. D'accord? Et justement, comme il n'y a pas besoin d'attendre que phi égale à pi pour avoir extinction, pour avoir interférence destructive entre les différents rayons, ça veut dire que en fait, la demi-largeur de votre pic là, elle est plutôt plus petite que si vous aviez simplement deux rayons qui passaient. On va voir ça un peu plus dans le détail après. Et en fait, si vous prenez phi égale 2pi sur n, là-dedans, là, donc en fait, vous regardez entre phi égale 0 et phi égale 2pi sur n, ce qui se passe, ben, vous remplacez phi ici par 2pi sur n, et vous obtenez 2pi sur 2, d'accord? Et donc sinus de pi, et vous voyez que du coup, ça s'annule. Phi, il faut le remplacer par 2pi sur n, là, donc ça va faire quelque chose de compliqué, mais non nul ici, a priori. Et ici, par contre, ça va faire 0. Donc vous aurez bien annulé l'éclairement pour phi égale 2pi sur n. Et vous voyez que si n est grand, phi égale 2pi sur n, ça arrive, c'est très petit. Donc pour une petite différence de phase, pour un petit décalage de différence de phase entre phi égale 0 et 2pi sur n, vous serez déjà retombé à 0. D'accord? Donc ce pic-là sera fin. C'est ça que ça veut dire. Et puis au milieu, vous avez des choses un peu compliquées comme ça, et ensuite quand vous retombez à 2pi, bah, bien sûr, vous avez de nouveau interférence constructive. Ok? Alors je sais que c'est pas forcément facile à voir tout de suite, donc pour ça je vous ai tracé cette fonction-là, cette fonction de réseau, ici, sinus n phi sur 2 divisé par sinus phi sur 2, le tout au carré, et je l'ai divisé par n carré, d'accord? Comme ça, j'ai une intensité maximale constante, ça m'évite de tout modifier à chaque fois. Vous allez voir. Donc j'ai recopié cette fonction-là, je ne sais pas si vous la voyez, en tout cas je l'ai écrite là, c'est sinus de n x sur 2 divisé par sinus de x sur 2. Ici mon x, c'est la phase, d'accord? Donc j'espère que vous le voyez aussi, ici j'ai 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Moins pi, moins 2pi, moins 3pi, etc. Ok? Et je peux varier n, d'accord? Si n égale 1, c'est comme si j'avais une seule fente, un seul motif sur mon réseau. Et comme je ne considère pas ici encore la diffraction, bah, il ne se passe pas grand-chose, d'accord? Ça fait juste passer la lumière. Et sur mon écran, j'ai la même intensité lumineuse partout. Si par contre, j'augmente le nombre de fentes sur... si j'arrive à récupérer ma souris... Non, elle est devenue invisible. Ok, ah non, c'est bon. Donc si j'augmente le nombre de fentes de mon réseau, et que je passe à 2, j'observe ça. D'accord? Quand j'ai deux fentes, j'observe donc des franges brillantes alternées avec des franges sombres qui sont là. J'obtiens les franges brillantes en phi égale 0, ou un nombre entier de fois 2pi, et les franges sombres quand j'ai un nombre demi-entier de fois 2pi. Et ça nous rappelle simplement ce qu'on avait obtenu quand on faisait interférer deux rayons qui ont la même longueur d'onde, donc pour une lumière monochromatique, d'accord, et qui sont cohérents, donc une différence de phase constante. Si je les fais interférer et que j'arrive à décaler leur phase, par exemple en regardant la position sur l'écran ou quelque chose comme ça, ou en faisant varier leur chemin optique, eh ben, j'obtiens ce genre de choses, où pour une différence de phase de pi, bah, les rayons ils sont en opposition de phase, du coup j'ai extinction, j'ai interférence destructive, et quand bah, la différence de phase entre les deux rayons est un nombre entier de fois 2pi, j'ai interférence constructive parce qu'ils retombent bien au même moment du cycle
de champ électromagnétique, d'accord? Donc il y a interférence constructive à ce moment-là. Donc on retrouve, en tout cas on a l'air de retrouver graphiquement ce qu'on obtenait pour une figure d'interférence, hein. Je vais vous le prouver mathématiquement juste après. Donc ça c'est pour n égale 2. Pour n égale 3, tout de suite on tombe sur quelque chose d'un peu plus compliqué. D'accord? On a toujours les maxima seulement pour un nombre entier de fois 2pi, et au milieu, on a quelque chose d'un peu plus compliqué. Par exemple, si je suis en opposition de phase entre, entre deux rayons consécutifs, vous voyez qu'on n'a pas extinction ici, d'accord? On a en fait un petit pic. Bah oui, parce que je peux être en opposition de phase entre le rayon 1 et le rayon 2, et puis le rayon 2 et le rayon 3 sont aussi en opposition de phase, et du coup le rayon 3 il est en phase avec le rayon 1. Okay, donc c'est pas parce que j'ai un décalage entre deux rayons consécutifs de pi que je me retrouve avec une interférence complètement destructive. D'accord? Donc ça c'est important de voir ça. Si je passe maintenant à n égale 4, là, pour le coup, j'obtiens bien extinction au milieu, là, en pi. Ici, il y a quatre rayons, donc le premier est en opposition de phase avec le deuxième est en opposition de phase avec le troisième, donc le troisième est en phase avec le premier, mais le quatrième est en opposition de phase avec le troisième, donc en fait, il s'annule 2 à 2, d'accord? Donc effectivement, quand vous avez un nombre pair de fentes, ici, en phi égale pi, vous avez 0, d'accord? Et en tout cas, ce que je veux que vous constatiez, c'est que les maxima, ils sont toujours pour un nombre entier de fois 2pi, d'accord? Au milieu, ce qu'on a, ça va être écrasé, en fait, de plus en plus écrasé quand on va augmenter le nombre de fentes. Et si je passe à 6, à 7, etc., en fait, je n'ai plus que les maxima qui apparaissent, d'accord? Donc, vous pouvez imaginer que pour un très grand nombre de fentes, c'est un peu comme si, dès que j'étais plus en phase entre deux rayons consécutifs, eh ben, j'avais extinction du signal. Par contre, j'ai toujours une interférence constructive quand deux rayons consécutifs sont en phase, d'accord, ont une différence de phase d'un nombre entier de fois 2pi, ou une différence de marche d'un nombre entier de longueur d'onde. D'accord? Et plus j'augmente le nombre de fentes, et plus ça c'est vrai. Ok? On voit que donc la demi-largeur en phase de chaque pic là, diminue aussi. Hein. C'est normal puisque j'avais delta phi 1 demi égale 2pi sur n. Donc si j'augmente n, on voit que la demi-largeur diminue. D'accord? Alors ça, c'est pour la différence de phase. C'est la dépendance de cette fonction de réseau là avec la différence de phase. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment l'éclairement varie en fonction de la position sur l'écran. Mais il y a un lien entre la position sur l'écran et l'orientation des rayons, entre x et θ, et il y a un lien entre l'orientation des rayons et la différence de phase. D'accord? Puisque j'avais la différence de marche qui est égale à d sinus θ, donc j'ai un lien entre la différence de marche et θ, et la différence de phase, c'est 2pi delta sur lambda. D'accord? Donc c'est 2pi d sinus θ sur lambda. La différence de phase entre deux rayons consécutifs. Si je veux savoir ce qui se passe pour une petite variation de phi, il me suffit de dériver en fait phi par rapport à θ. D'accord? Si je dérive phi par rapport à θ, je décale un petit peu, je fais une variation infinitésimale de phi si vous voulez, j'aurai du delta phi sur delta θ, là, du d phi sur dθ, égale à 2pi d sur lambda, tout c'est constant, fois la dérivée du sinus, là. D'accord? La dérivée du sinus, c'est cosinus, donc delta phi, ça va me faire 2pi d sur lambda cos θ fois delta θ. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Là, on le refait en TD de toute manière, mais enfin, au pire, je vais vous l'écrire comme ça. Donc, on a phi, je vais réécrire ça, on a phi égale à 2pi fois delta sur lambda. Delta, c'est d sinus θ. Lambda, je le mets ici. D phi sur dθ, c'est égal à 2pi sur lambda fois d sinus θ
D, c'est une notation de dérivée ici, hein, c'est pas le même D qu'il y a ici. Sur dθ, donc ça c'est égal à 2πd sur lambda fois cosinus θ, d'accord? Et si vous avez une toute petite variation de θ qui vous engendre une petite variation de phi, vous pouvez en fait dire que cette variation de phi sur la variation de θ, c'est assimilable à la dérivée, d'accord? Donc, delta phi là, c'est à peu près égal à 2πd sur lambda cos θ delta θ. D'accord? Donc c'est juste ce qu'on écrit ici. Et si vous remplacez delta phi là par la demi-largeur, et que cette demi-largeur est suffisamment petite, vous pouvez faire ces approximations là, de variation infinitésimale, et donc vous remplacez delta phi par delta phi 1,5, donc 2pi sur n, et vous aurez en écart correspondant de θ, l'écart d'orientation qu'il vous faudra pour atteindre cette demi-largeur là, d'accord? Et donc vous aurez delta θ 1,5 égale lambda sur nd cos θk, avec θk la position du pic que vous êtes en train de regarder. Donc si je récapitule, vous avez delta phi 1,5 qui est égal à 2pi sur n, d'accord, qui est égal à 2pi d sur lambda cos θ delta 1,5. La variation que vous faites là, elle est autour du pic, d'accord? Vous décalez la phase à partir d'un maximum d'éclairement jusqu'à arriver à un éclairement nul, ok? L'écart en phi, là, il se fait comme ça, entre phi égale 0 et le phi qu'il faut pour obtenir un éclairement nul. Donc 2pi sur n, hein, cet écart en phase là. Et donc le θ autour duquel vous êtes en train de faire varier la phase, c'est un θ qui correspond à un pic d'intensité lumineuse, d'accord? Donc on va l'appeler θk, d'accord, qui représentera l'orientation d'un maximum d'intensité lumineuse. Et donc voilà, vous pouvez écrire donc maintenant la demi-largeur angulaire d'un pic, et ça va donc être égal, les deux pi ils vont se simplifier là, ça va donc être égal à lambda sur d n, faut que j'oublie personne là, cos θk. D'accord? Et c'est inversement proportionnel à n. Donc plus le nombre de fentes de motifs sur votre réseau sera grand, et plus vous aurez une demi-largeur angulaire du pic d'intensité lumineuse, de la frange, si vous voulez, de la frange lumineuse, qui sera petite. D'accord? Donc la demi-largeur angulaire sera inversement proportionnelle au nombre de fentes que vous allez avoir. Plus vous allez rajouter de fentes, et plus vous aurez un pic très bien résolu sur votre écran. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise des réseaux, en fait. Hein. Alors, donc ça c'est une première chose. Quelque chose d'autre que je voulais vous indiquer, c'était à propos de cette fonction de réseau, que j'appelais IRES là dans le cours, mais qu'on appelle aussi Rn. D'accord? Donc Rn de phi par exemple, ça va être sinus de n phi sur 2 divisé par sinus phi sur 2, tout au carré, d'accord? Et vous pouvez l'écrire sans dimension comme ça, ou bien rajouter un éclairement ici. Vous pouvez aussi rajouter, si vous voulez, le 1 sur n carré, mais dans ce cas-là, ça voudra dire que votre maximum, là, pour cette fonction de réseau, dépendra pas du nombre d'ouvertures. Alors que normalement, si vous faites plus d'ouvertures, vous obtenez plus d'intensité lumineuse. Et ça a un certain rôle dans ce que je vais vous dire juste après, là, en fait. Parce que ce que je me demande maintenant, c'est si je prends n égale 2, est-ce que j'obtiens la formule de Fresnel? Vous savez, la formule qu'on utilisait pour faire interférer deux rayons lumineux qui avaient la même longueur d'onde et une différence de phase constante. Si les choses sont bien faites, a priori ça devrait marcher parce que, j'ai encore perdu ma souris là, je ne sais pas pourquoi elle disparaît comme ça, voilà. Donc, si les choses sont bien faites, ça devrait fonctionner puisque, en fait, cette expérience d'Young là, avec les deux fentes,
ça correspond à un réseau à deux motifs en fait, hein. Donc je vais remplacer par n égale 2 dans cette formule. Donc je vais obtenir du R2 phi égale I0 fois sinus de 2 phi sur 2, que je simplifie pas là, vous allez voir pourquoi, divisé par sinus de phi sur 2 au carré. Ok? Donc j'ai du sinus phi divisé par sinus phi sur 2. Ça n'a pas l'air de tellement ressembler à la formule de Fresnel qu'on avait vue, qui, si vous vous souvenez, ressemblait à ça. L'intensité lumineuse, quand on fait interférer, donc l'éclairement, pardon, quand on fait interférer deux rayons lumineux, ça va être l'éclairement du premier, plus l'éclairement du second, plus un terme d'interférence, en 2 racines de I1, I2, cos phi, avec phi la différence de phase, entre les deux rayons. D'accord? Et souvent on prend I1 égale I2, qu'on appelle en fait I0. D'accord? Donc ça va se réécrire 2I0, I1 plus I2, là ça va faire 2I0, plus 2 fois I0 carré à la racine, ça va faire 2I0, cos phi. Ok? Et donc ça c'est 2I0 fois 1 plus cos phi. Ok, j'espère que vous vous souvenez de ça, c'est ce qu'on appelle donc I1 plus I2 plus 2 racines de I1 I2 cos phi, là ça s'appelle formule de Fresnel. C'est vrai que j'avais pas utilisé tellement cette expression-là dans le cours, mais enfin, on avait, vous vous souvenez, on avait donc l'éclairement du premier rayon, plus l'éclairement du deuxième rayon, plus un terme d'interférence. Alors, ok, très bien, mais on n'a pas l'impression que ça ressemble tellement à ce que moi j'ai obtenu. Hein. J'obtiens une sorte de fonction sinus phi, le tout au carré, divisé par sinus phi sur 2. Comment est-ce que je peux comparer les deux? Sinus de 2 phi sur 2, là déjà, je peux le réécrire. D'accord? Sinus de 2 phi sur 2, si je développe, ça va faire du sinus phi sur 2, cosinus phi sur 2, d'accord? Puisque sinus de 2 fois phi sur 2, sinus phi, c'est égal à sinus de phi sur 2 plus phi sur 2. Donc j'ai juste à développer. Ça va me faire du sinus phi sur 2, cos phi sur 2, plus cos phi sur 2, sinus phi sur 2, donc ce sera la même chose, donc ça va me faire du 2 fois sinus phi sur 2, cos phi sur 2. Ok? Et il faut que je divise le tout par sinus phi sur 2. Alors ça c'est pas mal parce que ça va me dégager ce terme-là. Donc sinus phi sur 2, 2 phi sur 2, pardon, divisé par sinus phi sur 2, ça va me faire du 2, donc je dégage ce terme, cos phi sur 2, et comme je mets tout ça au carré, ça va faire du 2 au carré, cos carré, phi sur 2. Ok, donc ça va faire 4 cos carré phi sur 2. Alors, ça commence à ressembler plus, donc ici, R2 phi, là, comme j'ai un autre écran, je vais le rappeler là, c'est donc égal à 4 I0 cos carré phi sur 2. Ça ressemble pas encore tout à fait à ça, hein. Mais il y a une identité sur le cos carré, dont vous vous souvenez peut-être, qui est cos carré de alpha, c'est cos de alpha plus 1 divisé par 2. Si vous ne vous souvenez pas exactement, c'est un plus ou un moins, ou s'il faut vraiment diviser par 2, etc., c'est très facile à montrer, hein. Vous avez juste à écrire que cos 2 alpha, c'est égal à cos carré alpha moins sinus alpha fois sinus alpha. Donc je redéveloppe, hein, comme tout à l'heure. Donc je fais cos de alpha plus alpha, qu'est-ce que c'est? C'est cos alpha fois cos alpha, c'est-à-dire cos carré alpha, moins sinus alpha fois sinus alpha, donc moins sinus carré alpha. Sinus carré, c'est 1 moins cos carré, hein, puisque sinus carré plus cos carré, ça fait 1. Et donc ça, c'est égal à 2 cos carré alpha moins 1. D'accord? Et du coup, si vous isolez le cos carré, là, vous faites plus 1 au cos 2 alpha divisé par 2, et c'est bon. Ok? Donc vous retrouvez ça à partir de ça. Ok? Cos carré, c'est égal à tout ça. Donc on va voir ce que ça fait pour notre R2 de phi, là. Ça va être égal à 4 I0
4i0 fois cos de 2 alpha, donc cos de 2 fois phi sur 2, d'accord? Alpha, ça va être égal à où est-ce que je peux vous l'écrire? Alpha, ça va être égal ici à phi sur 2, hein. Donc cos de 2 alpha, ça fait cos de 2 phi sur 2, plus 1, le tout divisé par 2. D'accord? Ça, c'est donc égal à 2i0 fois 1 plus cos, cos phi. Ok? Et ça, c'est bien la formule de Fresnel. Donc quand vous prenez cette fonction en réseau là, et que vous changez n par 2, ça ressemble pas, mais en fait, à la fin, vous obtenez bien la fonction d'interférence entre deux rayons qu'on avait utilisé avant. Ok? Donc tout ça est bien cohérent. Alors maintenant, la dernière chose qu'on n'a pas prise en compte dans cette histoire, c'est la diffraction. D'accord? Chacune des fentes est associée à un phénomène de diffraction. Et ce phénomène de diffraction, il a pour effet de limiter en fait les franges qui sont d'ordre élevé. Vous vous souvenez, hein, pour le phénomène de diffraction, l'effet que le phénomène de diffraction avait pour deux fentes, pour le cas de l'expérience de Young avec deux fentes, on avait ce phénomène-là, donc une combinaison du terme d'interférence, enfin de la formule de Fresnel en fait, d'interférence entre les deux rayons, et tout ça a été enveloppé par ce fameux sinus cardinal, là, par la tâche principale de diffraction, etc. Et ben là, on va voir exactement la même chose en fait. Alors là, les couleurs passent pas du tout, pourquoi, je ne sais pas. Ah non, ok, c'est parce que ça va être une animation. Alors, donc ici, on obtient en fait la fonction réseau, là, pour n égale 2, n égale 5, n égale 20, d'accord? Et on voit qu'en réalité, quand on prend en compte le phénomène de diffraction, donc une ouverture de dimension finie de chacun des motifs, eh ben, notre fonction réseau, là, elle est enveloppée par cette fonction de diffraction. Donc en fait, ce que fait la diffraction ici, c'est qu'elle limite le nombre de pics qu'on peut finalement observer à l'écran. D'accord? Quand vous augmentez le nombre de fentes, ça n'a aucun impact sur la diffraction. La diffraction est vraiment liée simplement à la dimension de chacun des motifs. Donc si la dimension de chacun des motifs reste constante, mais que vous augmentez simplement le nombre de fentes, vous allez avoir une précision d'autant plus grande donc sur chacun des pics, hein, des pics d'éclairement, mais vous aurez toujours la même enveloppe de diffraction. D'accord? Ça, on le reverra aussi en TD. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et je vous dis à la prochaine fois.